Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre nouvelle édition de On ne vous dit pas tout. Il y a quelque temps, nous avons déjà consacré une émission à la question du Xinjiang. Cette émission a suscité beaucoup d'intérêt parmi les téléspectateurs. Sur le YouTube, la vidéo de l'émission a enregistré pas mal de regards, pas mal de commentaires. Une partie des commentateurs nous soutenait, considérant qu'il y avait en effet une vague anti-chinoise, alors que d'autres restaient persuadés qu'il y avait bien une épuration ethnique au cours en Xinjiang. Mais un certain Jean Julien a écrit ceci, qui m'a beaucoup intéressé. Il a dit « La campagne de presse en France n'est pas isolée de la guerre hors limite des États-Unis. Et finalement, cette campagne mensongère est orchestrée par le calendrier électoral des États-Unis de Donald Trump. » On voit bien que les gens ont conscience de ce qui est en train de se passer. Bravo Jean Julien. Mais la question de Xinjiang est loin d'être réglée. Les médias occidentaux continuent d'attaquer la Chine. Certains gouvernements en Occident réclament même que des commissions soient autorisées à se rendre à Xinjiang pour effectuer des enquêtes indépendantes. Aujourd'hui, pour discuter de la réalité du Xinjiang, nous recevons à nouveau notre ami, l'écrivain français Maxime Vivas, qui s'est rendu personnellement dans la région et a écrit un livre à ce sujet. Voilà. Bonjour Maxime. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va vous entendre. Hein. Vous n'êtes pas comme beaucoup de Français qui écrivent sur Xinjiang sans jamais poser le pied. Et vous connaissez Xinjiang. Vous avez été. Oui, moi je suis allé 2 fois au Xinjiang. Et la première fois, c'était un voyage organisé avec de la presse de 20 pays. On était une quarantaine de journalistes de 20 pays différents. Et donc, on a été aidés par les organisateurs pour aller voir tout ce qu'on pouvait voir d'intéressant. C'était en 2016. Et en 2018, j'y suis revenu avec ma compagne. Nous étions que tous les deux, avec aussi les organisateurs qui nous ont montré ce qu'ils voulaient qu'on voit du Xinjiang. Mais nous aussi, on a vu ce qu'on voulait voir. Et donc, j'ai une connaissance du Xinjiang qui fait que j'ai vu des choses qui contredisent complètement ce que les médias écrivent chez nous. Alors, c'est pas la peine d'être partisan. Moi, je ne suis pas adhérent du Parti communiste chinois, mais simplement, la réalité, c'est la réalité. Oui. Je vous laisserai tout à l'heure de vous exprimer. Maintenant, je présente mon deuxième invité. Mon deuxième invité est un ancien ambassadeur de Chine en Afrique centrale. Mais lui aussi, il est en France pendant plusieurs mandats hein, comme ministre conseiller. Oui. Pendant toute ma carrière diplomatique, je travaille principalement avec la France. C'est M. Sun Haichao. Voilà, bonjour. Bonjour. Sun Haichao. Oh, bon. Alors, Maxime, ma première question est à vous. Hein. Je crois que vous êtes parmi les rares Français, même je peux dire rares Européens, occidentaux qui ont visité Xinjiang, une région autonome de la Chine où vivent beaucoup de Ouïghours ainsi que d'autres minorités. Vous savez, en Chine, il y a 56 minorités. Vous avez pu voir beaucoup de choses, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de vos propres yeux. Avec un œil objectif. Oui, voilà. Et je me rappelle que vous avez vu un grand mosquée, le plus grand mosquée du monde, de Kashgar, qui peut accueillir plus de 10 000 personnes, 8 000 pratiquants. C'est un mosquée plus grand que Notre-Dame de Paris. Vous l'avez visité, d'ailleurs. Et toutes ces expériences font que vous ne croyez, comme vous l'avez dit tout à l'heure, absolument pas ce que racontent certains médias occidentaux, qui osent écrire ou dire qu'un génocide des Ouïghours est en cours.
Vous avez d'ailleurs publié des informations, excellents articles sur votre site d'information alternative, vous l'avez dit, Le Grand Soir. Et vous êtes très convaincant. Même Jean-Luc Mélenchon, un grand politique français, a publiquement exprimé pourquoi il ne croyait pas aux affirmations des médias français sur les Ouïghours. Il a même dit clairement à propos de la polémique sur les Ouïghours, il a dit « Oui, moi, j'ai confiance en Maxime Vivas ». C'est important, je vais juste revenir sur Jean-Luc Mélenchon, que je connais bien, je connais depuis longtemps, qui est un ami, on se tutoie, on s'embrasse, et donc on échange des informations. Et puis, en fait, Jean-Luc Mélenchon, sur Facebook, a fait cette déclaration. Moi, je fais confiance à Maxime Vivas, parce qu'il a fait ça, parce que c'était au milieu d'une querelle avec des gens de son entourage qui avaient un peu repris les arguments de Libération sur le génocide ouïghour. Et donc, moi, j'étais en polémique avec notamment une députée de son groupe qui avait fait ça. Et donc, la polémique était un peu publique. Et en disant ça, Mélenchon, il a dit tout ce qu'il ne pouvait pas dire plus. Et en disant qu'il me faisait confiance, il s'est rangé de mon côté. Et c'est important parce qu'en disant ça, il a neutralisé les gens de son entourage ou de son parti qui risquaient de dire des bêtises. Alors c'est très important de ce point de vue-là. Parce que, vous l'avez dit, mais il y a eu ce titre de Libération sur le génocide. Génocide en cours, le 21 juillet, je crois, 2020. Je vous dirai tout ce qu'on raconte sur les Ouïghours en France, et vous allez être très très malheureux. Parce que moi, j'ai ici un papier là, où j'ai réuni à peu près tout ce qu'il disait là. Je ne vais pas vous le lire, parce que vous allez pleurer. Et puis en fait, le problème, c'est que ce sont des affirmations qui ne sont pas vérifiables, ou quand elles le sont, se révèlent fausses. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais vous devez le savoir en Chine, parce que vous êtes à la pointe du progrès technique en informatique. Il y a maintenant une application informatique qui s'appelle InVid, INVID, qui permet, à partir d'une photo, de remonter pour voir d'où elle vient. Et alors, il y a quelques années, par exemple, on pouvait publier une photo en disant « Voici des policiers chinois qui tabassent des civils tibétains ». Il fallait longtemps pour s'apercevoir qu'en fait, ça se passait au Népal, que les policiers étaient népalais et que la victime était népalaise. Il fallait longtemps pour voir ça. Maintenant, ça peut se faire en quelques minutes. Et à tel point d'ailleurs qu'on a la presse mainstream, je pense à un journal gratuit comme 20 minutes, c'est un journal gratuit qui tirait à des centaines de millions d'exemplaires, des centaines de milliers, beaucoup plus que Libération, et 20 minutes, prend une photo comme ça, il voyait cette photo, on a dit que c'était un Chinois qui tabassait un Ouïghour qui était tout nu, c'est pas vrai, c'est pas là, c'est ailleurs. Voilà. Ou alors, il y a aussi une photo extraordinaire, on voit une femme ouïghour avec le visage en sang comme ça, et puis elle a la main posée sur une table comme ça, et puis il y a un Chinois qui lui arrache les ongles. C'est terrible ça. Aussitôt, on a pu remonter à la source et on a vu que c'était en fait une scène tournée dans un studio avec une comédienne. Alors ça, maintenant, ils sont bien embêtés parce que sur les photos et sur les vidéos, on peut très rapidement remonter à la source. Par contre, là où on n'a aucun moyen en tout cas pas beaucoup de moyens, c'est de répondre aux témoignages de Ouïghours en France, qui sont des Ouïghours anonymes, les noms ont été changés, on ne voit pas leur visage. Ils racontent ce qu'ils veulent. Et là-dessus, on n'a pas beaucoup de moyens de répondre à ça. Mais sur le reste, sur les photos, et après aussi, nous, on est en droit aussi de leur dire, vous affirmez ça, donnez-nous des preuves. Et là, en général, ils n'ont aucune preuve. Alors moi, je peux vous dire, j'ai des preuves de ce que j'ai vu au Xinjiang. J'ai pris des photos. Par exemple, là, en France, on dit prier quand on est musulman est un motif suffisant pour aller en prison.
dans un camp de concentration, on dit chez nous. Oui. Et moi, j'ai vu dans le sous de Kashgar, c'était extraordinaire. Dans le sous de Kashgar, il y avait une petite boutique, une échoppe, là, et d'un seul coup, le commerçant se retourne et va au fond et fait sa prière. Et voilà. Et donc, je l'ai vu, ça. Voilà. Et puis, j'ai vu cette mosquée de Kashgar. Enfin, vous avez bien des photos, d'ailleurs. On voit des foules immenses. Voilà. Et donc, quand on nous dit que tout ça n'existe pas, c'est faux. Et je vous dirais, où j'ai dit déjà, où j'ai écrit, la même chose sur le Tibet. Je suis allé au Tibet aussi, et en arrivant là-bas, avec un grand journaliste du Monde, un grand reporter, et un grand reporter du Figaro, ce sont les deux plus grands quotidiens français. Le reporter du Figaro s'appelle Renaud Girard, je crois que vous le connaissez. Voilà. Oui, je le connais très bien. Voilà, vous le connaissez. Oui. C'est un grand bourgeois catholique qui est pour la messe en latin, qui regrette beaucoup qu'en France, Martine Aubry ait fait les 35 heures. C'est quelqu'un qui n'est pas tout à fait de mon côté. Mais il est allé avec moi au Tibet et il a fait un reportage tout à fait honnête. Et donc, ce qu'on aurait dû voir, c'est-à-dire la religion pratiquement interdite, la culture complètement éradiquée, la langue tibétaine interdite, tout ça, on n'a pas vu, on a vu le contraire. On a vu le contraire. On a vu une religion triomphante. Moi, je suis athée, ça m'a un peu agacé. Voilà. On a vu ça, et puis on a vu partout les enseignes des magasins, les journaux, les émissions de radio, c'est en tibétain. L'éducation est faite en tibétain après l'école primaire, jusqu'à l'université. Voilà. Et donc, et on nous dit le contraire. Voilà. Et donc, on nous dit aussi que les moines, il n'y en a pas beaucoup, il y en a encore beaucoup trop. Il y a beaucoup plus de moines au Tibet que de curés en France, en proportion de la population. Ah oui, c'est vrai. En France, vous ne supporterez pas autant de curés que vous supportez de moines au Tibet. Voilà. Donc, il faut tout ça le relativiser et surtout, il faut essayer de dire la vérité. Moi, j'ai vu au Xinjiang des choses qui montrent bien que cette région est une région sensible et que le gouvernement de Pékin fait tout pour essayer d'éradiquer tout danger de terrorisme à la source. Je l'ai vu, j'ai roulé, j'ai vu des checkpoints sur les routes, pour avoir une carte SIM. Alors qu'en France, on va dans un magasin, on prend une carte SIM. Là-bas, il faut montrer son passeport, remplir des papiers, etc. J'ai vu des codes QR sur des maisons, tout ça, je l'ai vu. Et donc, ça existe. Donc, il y a effectivement une volonté de Pékin d'empêcher que le terrorisme gagne, et moi, je trouve qu'ils ont raison. Monsieur Vivas, Maxime Vivas a très bien dit ce qu'il a vu. Il a très bien parlé, oui. À Xinjiang, au Tibet, et la pratique de la religion, l'existence de la lutte contre le terrorisme, etc. Et j'ai remarqué un mot qu'il a utilisé, c'est le camp de concentration. Camp de concentration, alors je tourne vers vous, monsieur l'ambassadeur. Votre collègue, l'ambassadeur de Chine au Canada, monsieur Chong Pei-Wu, il a affirmé que prétendre que la Chine a mis 1 voire 2 millions de personnes dans des camps de concentration au Xinjiang, c'est tout simplement le mensonge du siècle. À Xinjiang même, dans toutes les autres régions en Chine, alors on a créé des écoles de formation pour former des jeunes, surtout dans des régions éloignées. À Xinjiang, vous le savez, on parle principalement sa langue natale. Les Ouïghours parlent leur langue natale. Oui. Mais il faut... Nous ne pouvons pas comprendre. Voilà. Mais pour moderniser sa vie, il faut parler même l'anglais, même le français, même le mandarin pour travailler ailleurs, n'est-ce pas? Et alors, de ces centres de formation, on accueille des jeunes pour apprendre aux jeunes d'avoir un métier, une capacité de trouver un travail. Mais c'est aussi pour la prévention dans la lutte contre le terrorisme et contre l'alphabétisme. Voilà, tout d'abord. Et ça a bien réussi. Ça a bien réussi. Mais dans ces écoles ou dans ces centres de formation, on peut être pensionnaire, on peut être
on peut faire des stages, mais on peut être chez soi, par exemple, passer le week-end et le soir. On peut aller, on peut librement circuler. Voilà, c'est l'entrée et la sortie libre. Mais, par exemple, je ne comprends pas, on dit que ce sont des centres de camps de concentration. Qu'est-ce que c'est un camp de concentration? Pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est le nazisme qui a créé des camps de concentration. Mais vous dites qu'à Xinjiang, il y a des camps de concentration, alors 1 million, 2 millions de jeunes sont dans ces camps de concentration, mais c'est un mensonge du siècle, mais aussi c'est un crime du siècle. Est-ce que les Juifs sont d'accord? Est-ce que dans un camp de concentration, on peut sortir, on peut rentrer librement, on peut passer le week-end? Tout à fait mensongère. On crée ce mensonge pour noircir la Chine, pour accuser la Chine. Ce n'est pas pour autre chose. On n'accepte pas cette accusation. Il faut condamner cette accusation. Oui. Juste pour dire que si effectivement les Ouïghours, la minorité ouïghour, qui est fondamentaliste, séparatiste, terroriste actuellement, est encouragée par les campagnes de presse mondiales, si elle est encouragée, ça peut l'inciter à commettre de nouveaux crimes. C'est là effectivement que vous avez raison en disant que le mensonge est un crime. Le mensonge est un crime. C'est pas tout à fait anodin quand un journaliste écrit des choses comme j'ai lu qui sont tout à fait extraordinaires. Et vous avez vu quand cette histoire de médecin qui dit que en fait il prélève des organes sur des petits enfants ouïghours, des organes halal pour les vendre dans des Émirats arabes. Et il raconte ça. C'est quand même monstrueux parce que ça fait monter la haine contre les Chinois. C'est extraordinaire. Et donc ça, effectivement, c'est très dangereux. Là, ils sont en train d'essayer de pousser, de mettre à feu et à sang le Xinjiang. Et c'est pour ça que moi, tout à l'heure, je vous disais que toutes les mesures que j'ai vues de précaution des autorités chinoises, c'est lourd, c'est pesant, sans doute, mais c'est nécessaire. Parce que sinon, on aura des choses qui vont se passer, qui vont faire saigner, qui ne changeront rien. Parce que le Xinjiang va rester chinois, quoi qu'il en soit. Ils ne pourront pas séparer le Xinjiang de la Chine, comme ils n'ont pas réussi avec le Tibet. Au Tibet, ils ont perdu, c'est clair. Hein. Il y a quelques années encore, ils pouvaient espérer, mais c'est fini, ils ont perdu. Maintenant, ils ont le Xinjiang, ils ont essayé avec Hong Kong, ils essaieront avec d'autres encore. Je disais l'autre jour à quelques-uns de vos collègues que la Chine est composée de plus de 50 régions. Il y a 50 régions de la Terre éclatée. Mais ça ne marche pas comme ça, parce qu'en fait, quoi qu'il en soit, les Chinois qui vivent en Chine, s'ils lisent ce qu'on dit sur eux, peuvent bien comprendre que quand les ennemis n'ont pas plus d'arguments que ça, quand il faut qu'ils inventent, c'est que leur cause est mauvaise. Une cause qui est juste, il n'y a pas besoin de mentir. Moi, dans mon journal, c'est une première obsession qu'on a, la première règle, c'est de ne jamais mentir. C'est pas la peine de mentir. On arrive à montrer ce qu'on a à montrer par la pure vérité. C'est pas la peine. L'autre jour, je parlais avec vos amis chinois de Paris, de Mandarin TV, je leur disais qu'un problème qu'on a, nous, ici en France, les gens qui veulent parler de la Chine, c'est que, par exemple, il n'est pas possible de discuter de nos différents régimes politiques. Moi, j'aimerais parler, avoir une discussion philosophique, sociologique sur le système chinois, un parti communiste qui gère un pays avec une économie capitaliste, et puis on comparer ça avec la France et notre système de pluripartisme, etc. Discuter avec une discussion, et puis essayer de voir qu'est-ce qui est le meilleur. Mais ça, on ne peut pas l'avoir. Ce on a uniquement, c'est on oppose des vérités à des mensonges. Il faut tout le temps, constamment, répondre à des mensonges. Et là où ils sont forts, c'est qu'en fait, ils nous obligent à parler sur le terrain qu'ils ont choisi. Parce que c'est eux qui ont choisi le terrain des Ouïghours. C'est eux qui ont choisi ça. C'est pas nous. Et ils nous obligent à parler de ça et à se défendre. Moi, écoutez, l'autre jour, j'ai eu un jeune journaliste, un ami, que je connais depuis qu'il est tout petit, et que j'avais bien renseigné sur les Ouïghours. Il n'a pas tenu compte de ce que je lui ai dit, parce qu'il a voulu être publié dans un grand journal. Et donc, il dit, par exemple, ce que je n'avais encore jamais lu, que le gouvernement de Pékin incite les Han du Xinjiang
à coucher avec les femmes ouïghours dont les maris sont dans des camps de concentration. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Voilà, donc on en est à ce niveau-là. Monsieur Vivas tout à l'heure a parlé, et trois mots qui est très important, le terrorisme international, le sécessionniste et l'extrémisme religieux. Voilà, oui. Alors, le terrorisme, est-ce que ça existe vraiment à Xinjiang? Alors, le terrorisme, c'est un fléau mondial. Alors, tous les pays du monde sont attaqués par ce terrorisme international. À partir de 1990 jusqu'à 2016, des milliers de Chinois, surtout à Xinjiang, sont victimes de ce terrorisme. Des milliers de Chinois. Des milliers, et aussi des policiers, des Chinois, et même des Ouïghours aussi. Mais pourquoi on condamne le terrorisme ailleurs, on ne condamne pas le terrorisme en Chine? Parce que ce sont alors toujours des doubles critères. Et surtout la presse occidentale, depuis plus de 40 ans, à peu près 50 ans, je travaille dans la diplomatie, je connais la presse occidentale. Il y a des journalistes qui travaillent dans ce sens, c'est-à-dire noircir la Chine, faire des accusations contre la Chine. Toujours, c'est leur métier. Ils disent n'importe quoi, avec imagination, avec des mensonges, avec des articles préfabriqués, préécrits, etc. Je connais leur nature, mais je ne comprends pas pourquoi. Et avec ces mesures nécessaires, efficaces en Chine, alors à partir de 2016, il n'y a presque plus de terrorisme à Xinjiang. Alors, Xinjiang est devenu une partie paisible, calme, prospère en Chine et aussi dans le monde. Maxime, vous avez tout à l'heure dit que vous êtes en train de rétablir la vérité sur Xinjiang, sur la Chine. Et surtout, je sais que, Maxime Vivas, vous avez écrit beaucoup d'articles sur le Grand Soir, votre site d'information alternative. Hein. Et je sais que vous êtes en train de former un groupe d'experts qui connaissent bien la Chine pour collaborer à l'écriture d'un livre qui aura justement pour le but de discréditer tous ces mensonges des médias occidentaux sur la Chine. Alors, vous pourriez nous donner un peu les détails sur ce livre de futur? Alors, en fait, il y a deux choses. Il y a un projet qui est très avancé, qui est un livre qui va apparaître en Chine sur le Xinjiang. Donc, le contrat a été signé, donc ça devrait pouvoir sortir. Le livre a été remis, le manuscrit, en 2018. Ça a été long parce qu'on y parlait du problème ouïghour, qui était un sujet chaud. Et à l'époque, je pense que peut-être quelques-uns, peut-être l'éditeur, pensaient qu'il ne fallait pas en parler. C'était une erreur, parce qu'on voit bien maintenant qu'il faut en parler. Donc, mais enfin, ce livre va paraître dans quelques mois, je pense, en Chine, en mandarin, en anglais et en français. Et après, là, vous me parlez de ce projet qui est bien avancé. Là, j'ai réuni une vingtaine, un peu plus, de politologues étrangers, dont certains chinois d'ailleurs. J'ai entendu dire ça. Et donc, pour écrire à chacun un article pas trop long, 15 à 20 000 signes, sur comment ils voient la Chine. Voilà. Donc, on va avoir comme ça une vingtaine de petits articles qui vont rétablir quelques vérités, parce que, et puis aussi qui vont faire connaître la Chine. Parce qu'il y a des mensonges sur la Chine, mais il y a aussi une ignorance terrible. On ne sait rien sur la Chine en France. Le grand public ne sait rien. Et le grand public, il sait que la Chine, c'est un grand pays avec des gens qui travaillent tout le temps, qui mangent avec des baguettes, qui mangent du chien et qui parlent le mandarin. Alors, c'est pas comme ça la Chine, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Alors nous, on va essayer d'expliquer ça. Et donc, j'ai réuni des gens qui connaissent bien la Chine et qui ne sont pas des ennemis de la Chine.
Et donc ce livre-là va être écrit. Il y a déjà 1 ou 2 articles qui m'ont été envoyés, qui vont être... Voilà. Moi, je pilote tout ça. Après, on va trouver un éditeur, peut-être, on va chercher. Ça va pas être facile, hein, parce que trouver en France un éditeur sur un livre qui n'est pas hostile à la Chine, c'est pas tout à fait évident. Enfin, on va le faire, voilà. Donc, on travaille à ça. J'espère que d'ici la fin de l'année, ce sera bouclé et qu'on aura au moins ce livre-là qui va faire un petit peu répondre à tout ce qu'on a sur la Chine et qui sont en général toujours des articles ou des livres à charge, toujours. C'est-à-dire, ce qui est extraordinaire, c'est que si on prend certains journaux français depuis une quarantaine d'années et qu'on voit tout ce qu'ils ont écrit sur la Chine, on ne comprend pas pourquoi la Chine est ce qu'elle est maintenant. Comment elle est devenue maintenant alors que ça fait 40 ans qu'elle va d'échec en échec en échec en échec. Oui, voilà, de catastrophe à catastrophe, oui. et il est devenu le deuxième puissance économique du monde. Voilà, oui. Mais le public français ne voit pas une Chine réelle sur la presse française. Pour que la vérité sur la Chine puisse éclater au monde, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons inviter plus de journalistes en Chine. Alors, l'année dernière, Xinjiang a reçu 200 millions et demi entrées comme touristes. 200 millions. 200 millions et demi. 200 millions et demi sur le papier, sur le papier, c'est noir sur blanc. Noir sur blanc, on a écrit ça. Ah oui, d'accord. 200 millions de touristes à Xinjiang. Entrée. Entrée. Si vous rentrez 2 fois, ça compte. Xinjiang reçoit des touristes du monde entier. Pas seulement des touristes en provenance des autres régions de Chine. Mais aussi, Xinjiang reçoit chaque année des journalistes étrangers. Mais la plupart des journalistes étrangers, surtout occidentaux, qui ont visité la Xinjiang, ne parlent pas la vérité. Ça, c'est le problème. Ça, c'est le nœud de problème. Il faut qu'un journaliste sur place écrit ce qu'il voit. Pas avec un article préfabriqué, déjà écrit, et puis sur place, on dit que ça c'est la vérité. Non. Par exemple, qu'est-ce que c'est un camp de concentration? Qu'est-ce qu'une génocide? Qu'est-ce que c'est des travaux forcés, etc. Il n'y a rien. Ce sont des mensonges et on mentit toujours. Et je pense qu'on continue à mentir, mais il faut que la vérité l'emporte, mais ce n'est pas facile. Donc je préfère inviter journalistes comme Maxime Vivas qui viennent en Chine et surtout décrire de manière factuelle ce qu'il a vu. Merci beaucoup Maxime Vivas, merci beaucoup Sun Haitao. Je crois que la question sur Xinjiang va continuer à susciter des doutes, des réponses, etc., etc. On va continuer à vous informer et j'espère qu'un jour, la vérité peut l'emporter sur les mensonges. Merci à tous les deux, merci à nos chers téléspectateurs et à la prochaine.